Bonjour et bienvenue à ce quatrième rendez-vous de la stratégie où je vais vous parler donc aujourd'hui des tendances conso de 2021. Comment on va consommer, qu'est-ce qu'on va consommer et surtout vous en tant qu'entrepreneur, quelles sont les tendances pour que vous puissiez les intégrer dans vos stratégies commerciales pour être accord tout simplement avec les attentes de vos consommateurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Donc n'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai. Donc, dans un premier temps, je vais vous partager le document et on va détailler tout ça en détail. Alors, avant, je vais commencer par me présenter, vous dire un petit peu qui je suis. Je pense que vous le savez déjà puisque vous suivez les rendez-vous de la stratégie. Donc, je suis donc C-Insighty. J'ai ouvert un cabinet de conseil en stratégie commerciale qui s'appelle La Rose des Ventes. Et donc, je crée des stratégies commerciales, je donne des conseils pour booster votre stratégie. Je fais également des prestations commerciales. Si vous avez besoin de prospecter ou de vendre, vous n'avez pas le temps, je peux le faire pour vous. Et je fais également des formations commerciales où je suis certifiée Calliope. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les tendances de consommation que j'ai divisées en 3 grandes parties. Donc, ça va être les tendances sociétales, comment évolue la société, je dirais, en 2021 et qu'attendent donc les consommateurs entreprises et les consommateurs particuliers. Alors, Sophie, as-tu des petites idées, des tendances qui te viendraient? Je suppose que le confinement, l'année écoulée, le côté cocooning, retour aux sources, de recentrer sur l'essentiel, se rendre compte que son chez-soi, finalement, c'est important parce qu'on a été obligé d'y passer plein de temps et que peut-être qu'il y avait des choses à améliorer. Donc moi, dans mon métier, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, le fait que les gens se sont mis à trier chez eux, leurs placards, leurs Et à tiroirs. ranger? Et à ranger quand ils savaient comment faire. Mais le problème, c'est qu'il faut faire de la place pour pouvoir ranger. Or, comme on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas aller à la déchetterie ou aller. Donc, ils ont fait du tri, puis ils ont gardé des sacs plein de choses dans le garage, dans l'entrée, de trucs à sortir de la maison. Mais voilà. Après, il y a Oui, eu une queue aux déchetteries quand c'est ça. on a pu, le 11 mai, là, quand on a pu sortir à nouveau, parce qu'il fallait évacuer tous les C'est ça. objets qu'on a triés. Et ensuite, une fois qu'on avait fait un peu de place, réorganiser, mieux ranger selon nos besoins. Mais il fallait Tout à faire en fait. 2 temps. Donc là, maintenant, on a des maisons qui sont nickel, alors, à t'écouter. Alors, je pense pas nickel, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Hmm. Finalement, on ne prenait pas le temps de s'occuper de son chez-soi. On part le matin à 7h30, il fait nuit. On rentre à 8h, il fait nuit. Et le week-end, on fait pas grand-chose parce qu'on est crevé. Et qu'en fait, Puis, non. puis on n'a pas envie. Puis du coup, on pose, on entasse, ça s'entasse vraiment. Et puis quand il y en a beaucoup, on ne le voit plus. Et puis voilà. Quand il y a quelqu'un, on met tout dans une pièce. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait dans cette pièce. Voilà. Bon, du coup, je me demande si c'est juste un effet confinement de l'année dernière ou si ça rentre comme une tendance de fond. Tu vois. Alors, je pense que ça fait partie des tendances de fond qui sont en train de réellement s'imprégner dans les Français en disant que voilà, mon espace, mon chez-moi, c'est important aussi, quoi. Ça, il y a vraiment une tendance là-dessus, effectivement. Alors, j'ai identifié plusieurs tendances sociétales. La première tendance sociétale, c'est le e-commerce. Ça avait déjà commencé avant le confinement, mais le confinement a fortement augmenté ou amplifié le phénomène du e-commerce. Et ça, quelle que soit votre activité, que vous soyez en, que vous vendiez aux particuliers ou aux entreprises, le e-commerce se développe très, très, très fortement. Que vous vendiez des chaussures, que vous vendiez des solutions techniques, que vous soyez consultant, que vous soyez artiste, que vous soyez prestataire divers et variés, artisan, il vous faut un site internet et il faut que vous soyez capable de vendre vos prestats également en ligne. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est à tel point important que le gouvernement a mis en place des chèques digitaux. Alors, ils ont appelé, je ne sais plus la manière dont ils l'ont appelé, mais il y a des subventions pour aider à la digitalisation des entreprises qui peuvent aller jusqu'à 5 000 euros. Et certaines régions redonnent des budgets supplémentaires pour aider les entreprises là-dessus. Donc, c'est le moment de se tourner vers son webmaster préféré pour rebooster son site ou le créer, mais vraiment faire quelque chose au niveau digital.
Alors, le digital, c'est bien, mais il faut faire attention. Il y a des petites limites aussi. Claire vous en parlera tout à l'heure, mais il faut faire attention en termes de communication. Il y a deux types de communication. Il y a la communication push et pull. La push, c'est quand on communique, c'est tout ce qui est communication par les médias, les publicités, radio, télé, l'affichage, tout ce genre de choses. Là, c'est vraiment l'entreprise qui communique vers les clients. Et au niveau du digital, il faut faire attention parce que tout ce qui est push, ça va être tout ce qui est, vous savez, les petites bannières qui clignotent quand vous allez sur un site ou vous surfez, vous cliquez sur un produit, vous quittez la page, vous allez sur un autre et puis vous avez les mêmes infos qui reviennent pour vous inciter à acheter la petite robe que vous avez vue préalablement. C'est du push et ben, un peu ça va, mais beaucoup ça fait trop. Et trop de pub tue la pub. Et voilà, ce genre de pratique, faites attention à ça, voire n'en faites pas du tout. Sur le e-commerce, il vaut mieux que vous soyez plutôt en stratégie pull. Donc le pull, c'est quand on attire l'attention, mais où on donne des informations. Où en fait, c'est le prospect qui va chercher les informations auprès de l'entreprise. Donc c'est typiquement tout ce qui est article de blog, c'est typiquement tout ce qui est tuto. Les webinaires font partie de cette stratégie pool. C'est les chats, avoir un chat disponible pour qu'on puisse discuter avec vous quand on en a envie. C'est typiquement une stratégie pool. Soyez plutôt, à mon avis, dans ce type de stratégie d'un point de vue digital que de faire du push. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner par rapport au digital, c'est communiquer plutôt de manière sobre et ne surcommuniquez pas. Voilà. Ou alors Et communiquer avec du contenu. voilà. De toute façon, Attirer l'attention du prospect ou du client avec du contenu. et la qualité de contenu. Voilà. Et surtout, à l'autre point, on ne fait surtout pas de copier-coller. Hein. Si vous avez trouvé un article inspirant ou quoi que ce soit et que vous voulez directement faire un copier-coller sur votre site, non, on ne fait pas ce genre de pratique. Parce que Google est super intelligent et va détecter que vous avez fait de la copie et il va vous brimer, il va vous saquer. Donc, vous allez être saqué en termes de référencement. Donc, on ne copie pas, on crée, on ne copie pas. As-tu d'autres remarques par rapport au e-commerce ou es-tu d'accord avec ça? Oui, oui, complètement. C'est bon? Parfait. Alors, autre tendance sociétale que j'ai notée, c'est l'avènement du Made in France. Ça avait déjà commencé au préalable. Alors, on en avait parlé, alors, sans faire de politique, mais c'est un mouvement qui avait été mis en place par M. Montebourg avec, rappelez-vous, quand il avait posté avec sa Marinière. sa marinière, merci, j'en perds mes mots, et puis son robot Moulinex ou Seb, je ne sais plus lequel des deux. Ouais. Voilà, il nous avait commencé à nous initier au Made in France. Là, le Made in France, avec le Covid, avec la pandémie, c'est vraiment ancré, où on incite les gens à consommer français, on les a incités à consommer auprès de leur commerce de proximité, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, mais également pour s'approvisionner. Voilà, on a ce retour du Made in France et on a également le retour on a une tendance de relocalisation. Alors, on n'en est qu'au début, hein. Mais on a une tendance de relocalisation des industries. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dépendant des autres pays et qu'on n'était plus capable d'avoir nos propres paquets d'aspirine, que les masques, ils étaient tous faits en Chine, qu'on n'avait pas d'usine de masques en France, ou très peu. Et que c'est tout comme ça, ou beaucoup de choses sont comme ça. Donc, il y a un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place par rapport à ça, mais c'est assez long parce qu'on est en France, donc l'administratif est compliqué. Et on est aussi dans une période de trouble, d'incertitude, où c'est compliqué pour les entreprises d'investir aussi. Mais il y a on va dire qu'il y a une valorisation du Made in France. Et on a plein d'entreprises dans plein de secteurs d'activité complètement divers et variés qui se mettent à faire du Made in France. Maintenant, vous pouvez avoir un jean Made in France. C'est l'entreprise Sobo qui est basée en Alsace, qui dessine le jean en Alsace, qui le fait tisser dans l'Ain. Après, je vais rater quelques étapes, hein, mais au plus loin, le jean navigue entre l'Alsace et Lyon, enfin la région, le Rhône. Et
voilà, cet esprit est vraiment là de faire du local et de fabriquer en France. Je vous ai pris l'exemple du jean. On en a plein d'autres comme ça. On a le type français. Voilà, on a vraiment une tendance à faire du Made in France. Êtes-vous d'accord avec ça, mesdames? Nathalie, es-tu d'accord avec cette tendance du Made in France? Sophie? Alors, oui, je vais parler tant que Nathalie remet son micro. Oui, oui, complètement. Et c'est même amusant, entre guillemets, de voir les petits drapeaux bleu, blanc, rouge qui apparaissent sur les boîtes, sur les produits de consommation courante. Ce qui, il y a quelques années, aurait passé pour du patriotisme mal placé, pour voilà. Voir du nationalisme un C'est petit peu. ça, c'est ça. Voilà. À l'américaine, là où ils ont tous un drapeau devant leur devant leur maison. Nous, on n'était pas comme ça et c'était pas très bien vu. Il y a eu un retour de tendance qui fait que maintenant, si ça y est, on a compris qu'on Ouais, avait le droit d'être fier d'être français. ouais, On tout avait le à droit fait. d'être fier de nos produits. Et effectivement, le Made in France et puis le local se sont combinés tous les deux. Et au moins, la crise Covid aura eu ça, cet effet bénéfique, moi, je trouve, de se souvenir de ce qui est important. C'est que l'agriculteur du département qui fait des fruits, des légumes, des céréales, ben, il nourrit mon pays, il nourrit ma famille. Et je dois enfin, il faut que j'en ai conscience que c'est mieux que je le soutienne lui plutôt qu'une tomate, un goût qui vient d'Espagne ou des Pays-Bas hors saison. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ça. On est vraiment dans cette tendance. Karen, est-ce que tu es d'accord avec nous sur cette tendance du Made in France? On est en train de brosser les tendances sociétales. Est-ce que tu es d'accord avec cette tendance du Made in France qui s'est installée en 2020 et qui va être encore une tendance lourde de 2021? De toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix maintenant, hein. Donc, vu le confinement, vu tout ce qui se passe, donc c'est clair on n'a pas, on n'a pas le choix. Il faut consommer français. Donc, et made in France, ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, il y a peut-être des choses aussi sur lesquelles on peut peut-être adapter nos entreprises par rapport à ça. C'est dans la gestion de nos appros, de favoriser la conso locale, ce genre de choses. Ça sera plutôt bien vu. Et en termes de stratégie d'entreprise, si vous êtes capable de le faire, dites-le. Donc, en termes de com, c'est peut-être aussi une piste de com à mettre en place et une piste de stratégie globale au niveau entreprise. Oui, c'est une bonne chose. J'avais déjà remarqué que c'était la tendance, le retour aux produits français et tout ça. Et à la boutique, j'ai mis un petit peu l'accent là-dessus parce que Ouais. j'ai des produits bien-être qui sont faits en France, qui sont soit des Pays de la Loire, soit… enfin voilà, de Bretagne, exact, enfin d'Alsace, j'ai des choses comme ça. Et c'est vrai que tout de suite, ça a un impact quand les gens savent qu'on est du coin. Et moi qui fais aussi beaucoup de salons, une question qui revient souvent, c'est de savoir d'où on est. Et tout de suite, Ouais. quand on est de la région où on fait le salon, voilà, les gens sont contents qu'on ne soit pas quelqu'un qui vient de Belgique ou je ne sais pas d'où. On n'a rien contre les Ils Belges, on apprécient. soit très clair. Non, rien contre les Belges, mais voilà, mais quand on est du secteur ou de la région et tout ça, ils disent ah c'est sympa, c'est bien, machin et tout ça. Et je l'ai remarqué aussi que justement, il y a eu sur la fin de l'année des achats solidaires entre guillemets, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais, beaucoup. Ouais. Non, mais tout à Et fait. ça fait chaud au cœur en même temps. Ouais. Qu'est-ce que tu vends, Nathalie, comme produit? Donc moi, ça fait 6 ans que je suis conseillère bien-être. Au départ, j'avais que les produits de la société Magnétique, c'est des bijoux et des accessoires magnétiques pour le bien-être et les douleurs. Et puis, depuis 1 an et demi maintenant, je me suis développée dans toute une gamme de produits, mais naturels, bien-être, de préférence français. Donc, à la boutique à Val d'Or, on va trouver de la spiruline, du collagène, de la vitamine C à base d'acérola, de l'argent colloïdal, plein de choses en fait, mais voilà. Uniquement français et des choses qui font du bien de manière naturelle aussi. D'accord, merci. Et maintenant, on a un producteur de spiruline local aussi, Nathalie. Oui, oui, je sais, mais après là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord parce que la spiruline, il faut qu'elle pousse. Il faut qu'il y ait chaleur et ensoleillement constant toute l'année pour avoir la meilleure qualité de spiruline possible. Et les fermes de spiruline qui ouvrent en France, sur l'impact écologique, c'est pas terrible en fait. Parce qu'il faut chauffer, il faut de la lumière, il faut tout ça. Donc, elle n'est pas vraiment faite à la base pour pousser chez nous, la spiruline. Non, je suis d'accord avec toi. C'est clair. Voilà. C'est clair, c'est clair. Ouais. Ok. L'autre grande tendance
que j'ai pu déceler aussi sur ce début d'année 2021, c'est le télétravail. Alors ça, vous allez dire que je n'ai pas inventé grand-chose en Comment tu as disant ça. trouvé? Voilà, je ne sais pas comment j'ai trouvé ça, c'est clair. Par contre, le télétravail, on l'a vécu suite aux différents confinements, mais ça a eu des incidences sur nos vies et entre autres sur l'aménagement de nos espaces. On en parlait un petit peu tout à l'heure, Sophie. On en a parlé ce matin avec Natacha. Mais Sophie nous expliquait tout à l'heure qu'elle est coach en rangement et qu'on a beaucoup rangé nos appartements et nos maisons, qui a eu donc une prise de conscience de l'importance de notre bien-être intérieur. Et ça vraiment, au niveau de l'aménagement de la maison, de la déco, tout ça, il y a vraiment une prise de conscience qui est là. L'autre point, c'est que on s'est mis à faire des visios. Non, on n'est pas les seuls à faire des webinaires et on s'est mis aussi à vendre par visio. Et ça, c'était un truc qu'on n'était pas du tout habitué à faire. Et ça modifie les façons de vendre, les façons de travailler. Et ça, maintenant, il faut vraiment être capable, il faut être à l'aise avec ces outils digitaux et être capable de vendre derrière un écran. Nathalie, je pense que tu vas pouvoir me confirmer aussi dans cette version-là. Je pense que tu as dû modifier aussi tes façons de pratiquer. Complètement, complètement. Pas le choix. C'était pas Oui. quelque chose avec lequel j'étais à l'aise, mais oui, avec des collègues, une d'Alsace et puis une de Lyon, de la région lyonnaise et tout, on a fait des visioconférences sur des thématiques précises, voilà, en relation avec toute notre gamme de produits, les produits CBD aussi. Ça a été un moyen de les faire connaître puisque je pouvais plus me déplacer chez les gens, organiser d'ateliers, tout ça. Et puis au fur et à mesure des visios, on va dire que j'y ai pris de plus en plus de plaisir. Comme Mais quoi, oui, mais c'est super les visios. Sinon, je ne ferais pas de webinaire. C'est génial. On peut échanger avec son public. C'est vraiment super sympa. Et puis, on ouvre le champ des possibles. Au lieu de travailler sur une zone de chalandise de 50 km autour de chez toi, eh bien, tu as le monde comme zone de chalandise. Et ça, c'est juste génial, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et on voit le visage en entier des gens. Ouais. Alors qu'en vis-à-vis, on est masqué jusque-là. C'est ça. Non, mais c'est sûr. Et puis, par rapport à cette crainte du virus, on est safe, quoi. On est chacun chez soi et il n'y a pas de souci, quoi. Et on travaille tout aussi bien. Et on n'a pas le temps de route. On n'a pas des risques sur la route. Mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué sur les routes. Mais même au mois de juillet, voilà, on limite les risques, on gagne du temps. Donc, en termes d'organisation, c'est top. Non, moi, voilà, c'est le visio, faut l'adopter, quoi. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Par contre, effectivement, ça complique aussi les prises de contact parce que pour les personnes qui ne sont pas habituées en visio, c'est un petit peu plus compliqué pour prospecter. Mais il y a moyen de prospecter et de prospecter de manière, je dirais même plus soft. Et pour les personnes qui n'aiment pas faire de la prospection, faire du phoning, ce genre de choses, la visio, c'est un super mode de prospection. Parce que, Vas-y, pardon Céline, excuse-moi, vas-y, termine. Je te laisse terminer. Comme par exemple des webinaires, webinaire, c'est un système de prospection qui est soft quand on n'aime pas prendre son téléphone et décrocher son téléphone pour appeler les gens, par exemple. Parce que les personnes qui assistent à vos visios sont motivées par votre sujet, donc vous pourrez leur vendre des prestats éventuellement à la fin de la visio parce qu'elles sont intéressées par le sujet. Et ça, pour des personnes qui sont un petit peu introverties, un petit peu timides ou pas à l'aise avec le téléphone, je trouve que la vidéo, c'est un super mode de vente quand on n'est pas à l'aise avec la vente. On n'a pas le client qui est en face à face, on est chez soi tranquille. À la rigueur, on est même en pyjama et en chaussons. Hein, mais, ça se fait aussi, ce genre de pratique. Donc voilà, on n'a pas cette pression. Je trouve qu'on peut vendre de manière beaucoup plus détendue. Tu voulais dire quelque chose, Karen? Et j'ai même découvert qu'on pouvait faire de la prospection par SMS. Oui. J'ai tenté, puisqu'il y a quelqu'un que je n'arrivais pas à joindre, ni par mail, ni par téléphone. Hein. Ouais. J'ai tenté le SMS et j'ai eu une réponse. Donc, voilà. Donc, on ouvre un peu les possibilités des choses qu'on trouvait complètement aberrantes, comme le SMS. Envoyer un SMS, c'est plutôt entre amis. Ah ben non, professionnellement, ça marche très bien et j'ai expérimenté aussi bien avec des pros, donc techniciens, que des collectivités. Ça fonctionne. Ouais. Donc, voilà. Le taux d'ouverture d'un SMS est 97%.
taux d'ouverture d'une newsletter, c'est 7%, quoi. Donc, on a tout de suite vu le chemin à prendre, quoi. Mais tu vois, on n'osait pas à l'époque. Hein. C'est tabou, hein, le SMS. Voilà, ça fait copain, copine. Oui, c'est assez intrusif quand même. Voilà, mais apparemment, voilà, quand on arrive ni par mail, ni par téléphone, eh ben, on tente le SMS et puis voilà, et puis ça fonctionne. Donc, Ouais. De toute façon, on les a utilisés pour confirmer un rendez-vous. Enfin, les médecins nous bombardent ou n'importe quelle esthéticienne, un rendez-vous, on reçoit le SMS de confirmation 2 jours avant, 1 jour avant. Donc, l'utilisation pour des rendez-vous, en tout cas, a déjà été rentrée dans les mœurs. Donc après, partant de là, recevoir un SMS un peu officiel, un peu professionnel, on s'y fait, je Bien pense. sûr. dès qu'on met les formes, ça passe. Bah, bien sûr, ouais, non, mais tout à fait. Nathalie, une remarque par rapport à ça? En fait, je suis surprise que le taux d'ouverture du newsletter soit que de 7%. Mais après, le taux m'a surpris, mais au final, quand je regarde combien moi j'en ouvre de celles qui concernent de la pub, en fait, non, en effet, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et puis, comme je n'ai pas vraiment tenu à jour mon fichier client, surtout au niveau des mails, et que j'ai beaucoup de numéros de téléphone de mes clients dans le portable, dans le téléphone, et ben, j'ai envoyé aussi des SMS. Et ça a bien, même si les gens ne sont pas forcément venus par rapport à ce que je leur proposais, mais j'ai eu des petits retours, des merci, des bonnes soirées, bonne journée à vous aussi, des choses comme ça. Ça permet de rappeler qu'on est là. Mais tout à fait. Voilà. Et puis finalement, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre toute une tartine. Et ça, je pense que. Mais ouais, mais les newsletters, moi, je pensais pas que c'était si peu quand même. Non, c'est beaucoup d'efforts pour pas Ben beaucoup. ouais, c'est ça. Parce que je sais que ça prend du temps à Après, faire. il y a des astuces. Il y a des astuces pour les faire ouvrir plus facilement. D'accord. On en reparlera une autre fois. Ça pourrait être l'objet d'un autre webinaire. Ouais, parce que j'ai aussi une anecdote quand même par rapport à un mailing que j'ai fait, mais il y a 1 an et demi, c'était pour l'inauguration de la boutique. Et ben, j'ai une dame qui est venue au mois de décembre. Je suis arrivée en vélo et tout. Et puis, je me rappelais pas de cette dame. Du moins, enfin, voilà, mais je me dis, mais elle n'était jamais venue à la boutique et tout. Et quand je lui ai demandé si elle l'avait connue par les réseaux sociaux et tout ça, elle m'a dit que non, c'est un mail que je lui avais envoyé pour l'inauguration il y a 1 an et demi en arrière. Donc, elles ont quand même une utilité. Finalement. Elle est conservatrice, ta dame, c'est bien. Ouais, franchement, j'étais scotchée. Hein. C'était dit, tiens, Tout à fait. OK. Alors, autre tendance aussi qui est liée au télétravail, eh bien, c'est que ça peut vous paraître anecdotique, mesdames, mais il y a un impact au niveau des ventes des cosmétiques qui est assez important. Ah bah le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, les ventes de rouge à lèvres ont chuté de plus de 30%. Tu souris, vous souriez. C'est pas drôle, oui, non, c'est pas drôle. Oui, mais les industriels des cosmétiques sont en train de se réorganiser. Les ventes de rouge à lèvres chutent. Par contre, les ventes d'eyeliner pour le regard sont en train de progresser fortement. Puisque derrière un masque, il ne reste plus que le regard à travailler. Donc, les ventes des pinces à mettre les cils dans le bon sens, etc., vont très bien. Les mascaras se portent bien. Les eyeliners aussi. Et oui, ça fait partie des conséquences du télétravail. On n'y avait pas forcément pensé à ça, mais tout à fait. Il y a bien une petite touche un petit peu humoristique dans tout ça. Alors, l'autre point que je voulais vous parler avec vous, donc on a fait les tendances sociétales d'une manière générale. On va se focaliser maintenant plus sur le B2B, puis ensuite sur le B2C. Donc, en B2B, on l'a vu tout à l'heure, on a une tendance à la relocalisation, à la réindustrialisation. Toulouse, hein, on n'a pas encore ouvert des centaines de milliers d'usines encore. Mais il y a une prise de conscience sur le fait de si on fabriquait chez nous, c'est quand même pas plus mal quand même. Donc ça, c'est plutôt positif. Et au niveau des consommateurs, on a un désamour des hypermarchés, donc des grandes surfaces. Je vous rappelle, les hypermarchés, c'est les plus grandes par rapport aux super. Parfois, on peut se mélanger un petit peu. On a une tendance à aller faire nos courses plutôt dans les magasins, des supérettes, des magasins de proximité, des supermarchés. Mais les hypermarchés, c'est la cata. D'ailleurs, si Carrefour est en train, a une tentative de rapprochement avec Couche-Tard, le groupe canadien, ben c'est parce que Carrefour, c'est pas la grande forme. Voilà, tout simplement. Les hyper, c'est pas la tendance. Les grandes surfaces, c'est vraiment compliqué pour eux pour vivre.
Une tendance qu'on a vue tout à l'heure également, c'est la digitalisation. Hein. Les professionnels doivent se digitaliser d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit site internet, réseaux sociaux, applis. Les applis sont de plus en plus tendance. Aujourd'hui, je vous rappelle, bon, vous n'êtes peut-être pas toutes fans, mais Pascal Obispo a lancé son appli. Oui. Vous allez pouvoir télécharger pour 6 € tous les mois tout un tas de contenus, toutes les musiques qu'il a fait jusqu'à maintenant, ses projets, des artistes, différents artistes qui travaillent dans son univers. Voilà, il est dans la digitalisation. Et il y a un autre aspect, c'est qu'on raccourcit aussi, on a une tendance à raccourcir les circuits de distribution. On a une tendance à supprimer les intermédiaires parce que dans sa démarche, il y a deux aspects. Il y a l'aspect je me rapproche de mon public, mais aussi je veux augmenter ma marge par rapport à ce que me prennent les maisons de disques, les diffuseurs, etc. Et je me rapproche au maximum. Bon. Et je discute avec mon réel public pour pouvoir voir ces tendances, comment ce qu'ils attendent, quel type de chansons je pourrais créer, quel type de support ils ont envie, voilà, ce genre de choses. Voilà. Et ça, cette tendance, ben, je pense qu'il n'y a pas que lui qui va le mettre en place. Je pense qu'on verra d'autres artistes le mettre en place. Et ce phénomène d'appli, ça ne va pas être que dans la musique, mais c'est en train de se développer aussi dans pas mal de métiers où on a des applis. Ben, Ikea, par exemple, qui a lancé son appli. Vous choisissez un meuble, vous avez décidé d'installer une armoire dans votre séjour. Vous la scannez, vous êtes dans votre séjour. Vous choisissez votre armoire et vous visualisez votre armoire dans votre séjour. Ça vous permet de savoir si elle est trop grande, trop petite, ce que ça va donner. Ça vous donne envie de l'acheter ou non. Ce genre de solution, ben, c'est vraiment top parce qu'on apporte de l'expérience client. Et ça, l'expérience client, ben, c'est ce qui nous fait vendre et ce qui nous fait surtout revenir le client. Donc ça, il faudra vraiment travailler sur l'expérience client, qu'on soit en B2B ou en B2C. Et il y a des métiers où il y a vraiment de quoi faire. Hein. Non, mais on ne donnera pas de nom, mais il y a des métiers où, voilà, l'expérience client, il y a du potentiel d'amélioration, on va dire. Voilà, ça fait partie vraiment des tendances assez lourdes en termes de digitalisation. Une autre tendance lourde qui arrive, qui a commencé déjà en 2020 mais qui va se perdurer en 2021, c'est tout ce qui est RSE. RSE, donc c'est tout ce qui est socio-environnemental, où on a l'aspect environnement, développement durable dans les entreprises, et où les entreprises cherchent bien entendu par l'aspect écologique et économique à faire des économies liées au chauffage, tout l'aspect économique, mais également de se valoriser par rapport à l'écologie, par rapport à leur démarche carbone, par rapport à tout ça. Et on voit tout un tas de labels qui sont en train d'émerger par rapport à ça. Romuald nous a fait un webinaire hier là-dessus avec un label Meurize qui permet de labelliser les entreprises, quelles que soient leurs activités. C'est valable pour les indépendants, pour vous, mesdames, par exemple, mais c'est également valable pour des PME. Vous avez trois aspects, l'aspect sociétal, écologique et économique. Et en fonction de la manière dont vous pratiquez, si vous avez que des prestataires nationaux, par exemple, si vous avez une démarche plutôt écologique dans la gestion de vos déchets, dans la manière de travailler, vous pourrez vous faire labelliser. Et ce label pourra vous aider à vous différencier par rapport à vos concurrents. Quand on a un label, c'est toujours un plus supplémentaire. Et ça donne aussi des accès au marché public. Je pense à toi, Karen, qui a un public de collectivités locales, de collectivités, c'est peut-être une idée à mettre en place pour se différencier par rapport à certains concurrents. Voilà, l'idée, c'est de surfer sur ces tendances pour pouvoir se différencier, tout simplement, et d'être meilleur que les autres. Mais ça, là-dessus, je vous fais confiance. C'était quoi le nom de la certification? Meurize, M-E-R-I-S-E. Merci. Et là-dessus, je vous invite à regarder le webinaire de Romuald qui vous explique tout ça dans le détail. Après, on a plein de tendances pour jouer tout ce qui est pour respecter les normes RSE. Donc, c'est faire son bilan carbone, regarder là-dessus.
Regarder les marges de progression que l'on a par rapport au carbone, par rapport à nos factures d'électricité, par rapport au respect de l'environnement, verdir un petit peu notre intérieur. On en a parlé ce matin avec Natacha. Des plantes vertes, des polluantes dans notre intérieur, c'est un geste tout bête, mais qui peut vous faire du bien. Donc, c'est plutôt bien. Ça, à la base, ce n'est pas une contrainte, c'est dans le bon sens. Voilà, il y a plein de petites choses voilà, qui peuvent être sympas. Avez-vous des remarques par rapport à ces points-là? Tout est clair? Non, ça va. Enfin, les grandes surfaces qui ont dû quand même tirer la tête du jeu, c'est toutes les surfaces de bricolage, les Castos, Leroy Merlin et compagnie. Ceux-là, le parking ne désemplit pas. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y a une tendance que je n'ai pas évoquée, et c'est un lapsus que j'aurais dû évoquer, c'est le do-it-yourself. Le fait main, le fait maison, c'est une tendance qui était déjà arrivée en 2020, même en 2019. Mais avec les confinements, ça a explosé. On a tous mis nos maris au bricolage. Et messieurs qui regarderont les replays, on sait que vous êtes des bons bricoleurs. Donc, surtout, ne lâchez rien. On continue en 2021. On ne lâche rien. N'oubliez pas l'armoire qui est commencée, qui n'est toujours pas finie d'être calée. Et les volets à repeindre, il a fait la face nord et pas la face sud. J'ai oublié les volets. Ah oui, tout à fait. Donc, on ne lâche rien en 2021. On veut bien que vous finissiez l'hiver au chaud. Pour les volets, ça pourrait attendre le printemps. La façade, c'est pareil. Par contre, l'armoire, vous êtes au chaud et vous pouvez le faire l'hiver. Donc, ça marche. D'accord. D'autres remarques, Nathalie? Non, non, non. Je voulais juste avoir ton avis du coup sur le fait d'avoir une boutique en ligne. Hein. Oui. Savoir, parce que tu parlais de la digitalisation, site internet, application et tout ça, mais est-ce que avec une boutique en ligne, tu n'as pas tendance à perdre le lien direct avec tes clients? Non, alors on en a parlé tout à l'heure en tout début de webinaire. Je vais revenir dessus. La digitalisation fait partie des tendances lourdes. Le e-commerce fait partie des tendances lourdes. J'ai même mis en première. Et ça, quels que soient les secteurs d'activité. Et il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, quels que soient les secteurs d'activité. Tu as peur de perdre de la proximité avec tes clients avec une boutique. Je dirais que ça peut se combler par d'autres astuces. La première des astuces, c'est de mettre en place un chat pour que tes clients puissent discuter avec toi en temps réel. La deuxième des astuces, c'est de créer des rendez-vous avec eux, créer des tutos, créer des webinaires où ils peuvent échanger avec toi. Tu gardes du lien comme ça. Voilà, c'est les deux grandes astuces Après, on a la troisième qui est la newsletter qui permet également de garder du lien et du contact, mais éventuellement les appeler ou leur envoyer un texto. Ça fait partie des astuces où tu peux garder du lien avec tes clients. Et puis, non seulement le click and collect, parce que puisque Nathalie a déjà une boutique, Oui. permettre aux gens de commander sur Internet dans leur canapé, ils font ça tranquille quand ils veulent, mais il faut qu'ils aillent chercher le produit chez toi pour acheter un petit truc en plus, pour dire bonjour, ou ça fait du lien. Ou alors, vous êtes géniales les filles pour faire mes transitions, vous êtes juste parfaites. C'était le point suivant que je voulais voir en B2C. La grande tendance, ça a été le click and collect cette année avec le drive. Les drives, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait ça. Et il y a une tendance de fond qui est en train d'arriver après les drives. Les drives commencent à être has-been. Ben oui. Ça commence à être has-been, le drive. Et là, la tendance, c'est la livraison à domicile. Leclerc va vous livrer vos courses chez vous. Mais ça se faisait déjà. Ce qui serait bien, c'est que ce soit la parfumerie du coin, que ce soit La tendance, ça va être que l'épicier vous livre vos courses chez vous et que le boucher fasse la même chose. Ça va être ça, la tendance 2021. En 2021, si un commerçant veut se démarquer réellement de ses concurrents, c'est plus avec le drive, c'est la livraison à domicile. Effectivement, tu vois, comme dit Sophie, ça existait déjà, sauf que c'était comme le drive, ça fait longtemps que ça existe, mais les gens pratiquaient moins. Mais le drive, ça existe depuis les années 80. C'est Auchan dans le Nord qui l'avait mis en place, le drive. Sauf que j'avais du mal à partir. Et puis là, le confinement, ça a explosé. Ça a explosé. Voilà. Mais là, maintenant, on devient de plus en plus feignant. Alors ça, c'est une tendance lourde depuis 50 ans. Hein. Le
le français est feignant de nature. Hein. Il lit pas souvent, même si on nous a dit hier qu'on lisait plutôt pas mal, mais on a tendance plutôt à regarder des images qu'à lire, hein, comparer. Je suis sûre que sur la SAC, vous m'avez déjà regardé les images, mais vous n'avez pas lu le texte que j'avais écrit. Hein. L'œil est toujours attiré par les photos plus que par le texte. Et puis, un produit, quand aller le chercher au magasin, même si mes courses sont déjà prêtes, et est-ce qu'on me le livre chez moi? Eh ben, c'est pas mal qu'on me le livre chez moi. Non? Je me trompe? Alors, moi, j'aime bien cette tendance parce que déjà, les courses, pour les faire, il faut y aller. Hein. Tu as déjà la partie où il faut tout choisir, mettre dans le caddie. Après, dans le caddie, tu mets sur le tapis. Quand c'est mis sur le tapis, il faut remettre dans le caddie. Après, tu mets dans la voiture. Après, tu ranges. Si on me les livre, alors tu vois tout ce que je viens de supprimer là avant, il me reste qu'une action, c'est mettre dans les placards. Donc le livreur, il te le met dans ta cuisine en fait. Bah, je veux bien qu'il me les apporte mes sacs pour mettre dans la cuisine, déjà ça me fait un trajet en moins. Hein. Mais alors il y a une entreprise que tu connais, alors, vous ne connaissez pas toutes, Sophie, tu ne peux pas la connaître parce qu'elle est en Franche-Comté, qui s'appelle La Place du Local. C'est un service de livraison de produits frais et locaux où ils te livrent les courses dans ta cuisine. Tes sacs de courses sont arrivés directement dans ta cuisine. Bon, avec le Covid, ils ont arrêté, ils s'arrêtent à ta porte, mais avant, ils allaient jusqu'à ta cuisine. Mais ils ne te mettaient pas dans le frigo quand même, mais on était rendu dans la cuisine. D'accord? Tu t'imagines quand même le temps que tu gagnes là, toutes Ouais. ces parties-là, tu peux faire autre chose en tant qu'entrepreneur. Surtout pour les courses récurrentes. Les packs de lait, le PQ, la farine, le sucre. Après, pour choisir des produits frais, c'est pas pareil. Moi, j'aime bien aller voir la viande, les fruits, les légumes. C'est compliqué d'acheter, je trouve, à distance. Et tout le reste, effectivement, on gagne du temps là-dessus pour en avoir plus, pour aller acheter les produits sur lesquels on veut la qualité, qu'on veut regarder, l'état de fraîcheur, est-ce que le fruit est mûr ou pas, et puis les légumes et les fruits de saison. Tout à fait. C'est exactement ça. Par contre, la livraison à domicile, ça va te développer du Uber Eats et compagnie. Enfin, développe tu sais comment on appelle ça, l'ubérisation, enfin, des gens précaires qui vont faire ça payer à la commission. Alors, par rapport à ça, Uber Eats, les salariés, les entrepreneurs d'Uber Eats ont gagné pour avoir un salaire minimum. Il y a eu un article qui est paru il y a une dizaine de jours. Voilà, leur situation devrait s'améliorer un petit peu. Je ne dis pas que ça va être l'euphorie, mais il devrait être un petit peu mieux. Quoi. Alors oui, effectivement, ça va précariser, pour certaines entreprises, ça va précariser certains emplois. On parle d'Uber complètement. Après, pour d'autres, ça va créer des emplois. Créer des emplois de livreurs, voilà. Et alors, je vous entends aussi, même si on ne l'a pas dit, mais effectivement, ça va augmenter les livraisons, donc des microparticules, etc. En termes de pollution, ce n'est pas tip-top. Mais bon, que vous alliez prendre votre voiture pour aller faire vos courses ou qu'on vous amène, voilà, c'est le même trajet. Et il y a aussi des tendances de livraison à bicyclette, à vélo électrique, en triporteur. Voilà, ce genre de mobilité douce où on livre chez vous à vélo, ça se fait aussi de plus en plus. Bon, dans les grandes villes. Chez nous, il ne faut pas qu'il y ait 3 packs d'eau et de lait et des PQ, parce que c'est de la lessive. Le PQ, ce n'est pas le plus lourd. Oui, c'est volumineux. C'est volumineux, voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, dans les tendances B2C, donc des particuliers, les tendances qu'on a évoquées, on en a parlé un petit peu, c'est vraiment de locavore. 2020 et 2021, on est sur la même tendance, c'est de consommer en local, au plus près de chez soi. Les tomates, au lieu qu'elles viennent d'Espagne, ou d'ailleurs, c'est aussi bien qu'on consomme les tomates de notre maraîcher de notre commune. Et du coup, ça a aussi des incidences au niveau de la façon dont on part en vacances. 2020, on était un petit peu... Les frontières étaient un petit peu limitées quand même. Donc, on est resté un peu en France. Mais cette tendance, ça va rester encore en 2021 où on va partir en vacances en France. Je ne pense pas qu'on parte beaucoup en Chine ou qu'on parte beaucoup en Argentine cet été. Je pense que vous irez plus sur la Côte d'Azur ou en Corrèze. Pas forcément. Bon, je sais que toi, tu iras plutôt vers la Guadeloupe, mais quitte à choisir entre la Corrèze et la Guadeloupe. Non, Martinique, tu es un peu trop haut. Descends un petit peu. Martinique, pardon. Je voulais que tu sois à la Guadeloupe. C'est à Martinique, pardon. Donc voilà, on va être sur cette tendance du local. Donc, si vous avez des hébergements, si vous êtes dans le tourisme,
jouez à fond la carte du local. Vous avez des choses à faire et valorisez votre patrimoine local. On est un pays où on a plein de richesses, que l'on soit au fin fond de la Creuse, au fin fond du Berry, au fin fond de la Haute-Saône. Il y a des richesses, il y a des pépites de patrimoine à mettre en valeur. Et si ces destinations ne sont pas aujourd'hui demandées, c'est parce qu'elles sont malheureusement pas suffisamment mises en valeur. Vous allez dans la région des Mille Lacs voir la Mare au Diable, je vous assure que c'est juste superbe. Vous verrez le château de Georges Sand d'un côté, c'est juste tip-top. Voilà. Et ça, le Berry, ce n'est pas une région où on a tendance à vouloir y aller en vacances tout de suite. Ce n'est pas la destination auquel on pense. Alors qu'il y a des superbes pépites à voir. Et qu'il n'y a pas un chat. Et qu'il n'y a personne en plus. Alors, ceux qui n'aiment pas le monde, c'est tip-top. C'est tip-top. Donc voilà, cet été, vous allez tous aller à la Mare au Diable. OK. Alors, toujours dans la façon dont les particuliers consomment et aiment consommer, il y a aussi la manière il y a l'aspect fabrication. On aime bien savoir comment sont faites les choses. Alors, ça va aller de la transparence sur l'emballage, savoir les compositions, savoir si ça a été fait localement, si ça a été, si on a employé telle ou telle matière ou quoi que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Mais si vous nous faites des petites vidéos YouTube ou autre support pour voir comment sont fabriqués les produits, c'est pas mal. Ou en termes de prestataire, comment vous travaillez, faire des petites stories pour montrer l'aspect off de votre activité. On aime bien, on est assez curieux. Et autre point qui reflète cet aspect, vouloir savoir comment vous travaillez, le mode de fabrication, c'est le tourisme industriel. Le tourisme industriel se développe super bien. Et c'est un vecteur d'activité qui est très important. Vous voulez visiter une entreprise qui fabrique des pots d'échappement, qui fabrique des casseroles, qui fabrique des cosmétiques, qui fabrique de la verrerie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de visiter ces usines-là. PSA, si vous voulez visiter PSA, voir comment on fabrique des voitures, venez à Sochaux. Vous allez le voir. D'accord ? Si vous voulez visiter l'Occitane, visiter les labos de l'Occitane dans le sud-est, allez-y, vous allez voir comment on fabrique des cosmétiques. Et l'Occitane, je vous encourage vraiment à y aller. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans. C'est super bien fait. Vous avez un showroom avec un magasin, bien entendu, où ils mettent en avant leurs produits. Vous avez un petit parc avec un petit espace herbagé, on va dire, où ils mettent en valeur les plantes méditerranéennes. Après, visite de l'usine avec l'histoire, etc. Et l'hôtesse qui nous a fait la visite nous expliquait que là où nous on est allés au mois d'août, il y avait du monde, c'était le mois d'août. Pourtant, c'est dans l'arrière-pays du sud-est, je ne sais plus dans quel trop département c'est, mais c'est par là-bas. Et au mois de juin, fin juin, ils sont noirs de monde. C'était les Chinois qui venaient visiter l'Occitane et après qui partaient sur les plateaux de Valsonne pour voir les champs de lavande. Et ils venaient par bus entier. Et le chiffre d'affaires de l'entreprise au mois de juin, c'est colossal dans le magasin. Ils n'arrêtent pas. La vente au magasin représentait 10% du chiffre d'affaires du groupe mondial. D'accord ? Et c'est l'Occitane. Donc voilà, le tourisme industriel, ça a la cote en ce moment. Donc, il faut ouvrir nos portes. N'hésitez pas à faire des journées portes ouvertes, à montrer comment vous travaillez. N'hésitez pas à le faire. Bon, on les ferme un peu en ce moment, il fait un peu frisqué. Hein. Mais quand le virus va aller un peu mieux et qu'on sera un peu plus sereine par rapport au virus, n'hésitez pas à mettre en place ce genre de choses. C'est vraiment des bonnes pratiques. Ou alors à faire venir je pense à toi Nathalie qui a un magasin qui vend des produits, faire venir les industriels ou les producteurs qui produisent pour faire des témoignages sur place pour expliquer comment on fabrique les produits ou des démonstrations. Si vous avez travaillé avec quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, du travail le cuir ou quoi que ce soit, qui peut venir faire un atelier en magasin, c'est top. C'est top, c'est top. D'accord ? Avez-vous des questions, des remarques par rapport à ça ? Non, pour moi, ça va. C'est toutes là ? Vous êtes toutes d'accord avec ça ou pas ? Ouais. Oui, il y a Partiriez en vacances pour visiter des usines, pour visiter des ateliers, pour…
Non, mais par contre, en étant sur place, effectivement, dans les visites à faire, tu sais, l'artisanat local, la fabrication de l'huile d'olive, le maroquinier qui fait ses outils, ses objets en cuir. On avait été voir un graveur sur bois. On avait ramené comme ça un mec qui découpait des papiers. On a une crèche de Noël qui se déplie, qui est tout en papier avec des feuilles qui se superposent, avec un effet de profondeur. Voilà, c'est vrai qu'en vacances, et puis les artisans ouvrent facilement leurs portes. Ouais. Alors, c'est pas du tourisme industriel, mais après, voilà. Artisanal, industriel, ça va, pour moi, c'est dans la même démarche, quoi. C'est de montrer son savoir-faire, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que quand tu es en vacances, c'est assez intéressant d'aller visiter. Par contre, par exemple, aux Antilles, ce qui est assez intéressant, c'est que quand il y a des visites d'entreprise, c'est des romeries qu'on va. Oui, ah, je confirme. Avec dégustation. Oui. Avec dégustation. Et donc, il y a un risque. Et je crois bien qu'en Martinique, il y en a quand même 12. Il va y avoir 7 ou plus que 7 rhums différents. Ah oui, oui. Alors, imagine-toi la personne qui va faire du tourisme industriel. Ah, mais moi, je l'ai fait. La Martinique, je l'ai fait en voyage de noces. On a fait 3 semaines et on a fait toutes les romeries sauf une. Il m'en manquait une. Et le dernier soir, on a fait une dégustation à l'aveugle. Non, j'ai jamais été capable de les reconnaître. Sauf celui de Saint-Pierre qui est un peu vraiment marqué, mais les autres, non, mais il faut le faire. Voilà, en Martinique, et pas visiter les romeries, c'est. Non. Non, tu parles de tourisme, industriel, on y va. Ah, mais go les romeries. Voilà. Alors, toujours pour les particuliers ils sont très sensibles à l'écologie. Ça c'est une tendance 2020-2019, mais ça va être encore le cas 2021. Donc, mettez en avant votre aspect écologique. Alors, ça va être, si vous vendez des produits, sur les origines des produits, s'ils sont AB, il faut le mettre en avant. S'ils sont non testés sur les animaux, il faut le mettre en avant aussi. Voilà, on est vraiment sur cette tendance-là. Et si vous êtes prestataire, mettez en avant votre fibre écologique, si vous en avez une. Hein. Si l'écologie, ça ne vous parle pas, il ne faut surtout pas le mettre en avant, qu'on soit très clair. Hein. Mais si vous en avez une, pourquoi pas utiliser du papier recyclé, pourquoi pas avoir des gestes divers et variés. Voilà, moi, mes petites touches écolo, j'en ai 2. C'est que quand je fais des formations, je reverse un pourcentage du prix des formations à un apiculteur pour l'aider à développer les ruches. Parce que les ruches, c'est un petit peu compliqué. Les abeilles, elles ont du mal à s'en sortir et les taux de mortalité sont assez importants. Donc, voilà, ma petite contribution, c'est d'aider un apiculteur pour développer son rucher. Et puis, il y a 2 ans, j'avais incité mes clients à planter des arbres. J'avais fait un partenariat avec Reforestation, qui est une assoce qui plante des arbres à travers le monde. Et donc, les clients choisissaient quel endroit du monde ils allaient planter leurs arbres. J'ai fait ça. Et puis, j'ai fait, pour cette année, pour 2021, j'ai fait les cartes de vœux avec du papier ensemencé. Un papier qu'on met dans la terre et quand on l'a mis dans la terre, ça fait des fleurs. Voilà, c'est mes petites touches à moi. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Si je peux vous inspirer, tant mieux. Après, il faut trouver sa touche. Il faut trouver vraiment ce qui vous touche à vous et ce qui vous parle. Voilà. Moi, je viens du milieu agricole. J'ai bossé beaucoup dans l'agricole. Donc, les abeilles, ça me parle. Les petites graines, ça me parle forcément. Voilà. Après, c'est chacun et chacune qui voit ce qui lui plaît. Voilà. Des remarques par rapport à ça? Non? Vous allez faire quoi, vous? Une idée ou... Moi, je le fais plus à travers mon métier parce que j'incite les gens à recycler leurs objets. Quand je désencombre chez des gens, tout part auprès de l'association caritative. Bon, Emmaüs, c'est la plus connue, mais ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être des associations plus locales. Les recycleries aussi, qui récupèrent pour refabriquer. Et puis, en dernier lieu, vraiment la déchetterie. Mais déjà, la déchetterie, il y a quand même un tri, il y a quand même des objets qui sont valorisés. Les déchets électriques, électroniques, par exemple, sont mis à part. Enfin, tout est déjà bien séparé. Et je le vis au quotidien moi-même. Je recycle de plus en plus et je réutilise, je réemploie. Et puis, nous, on est passé au vrac, donc j'essaie de limiter les emballages plastiques à usage unique.
C'est bien. C'est aussi Bravo. le plastique à usage unique. Alors, les gens se mettent à fond contre le plastique. C'est pas possible de s'en séparer parce que le plastique, il est quand même pratique, il est léger, il est modulable dans toutes les formes, on en a dans tous les objets qu'on touche. Mais le plastique à usage unique, c'est celui-là qu'il faut vraiment bannir. Ça va des cotons-tiges aux bouteilles en plastique, aux bouteilles d'eau, avec les sachets, tout ce qui est emballage usage unique. Donc ça, ouais, moi j'agis beaucoup là-dessus. Ben, bravo, félicitations. Bravo. Merci. Et toi, Karen? Alors, pour les petits gestes, effectivement, nous, on trie, hein, donc voilà, mais à réfléchir maintenant à comment je pourrais mettre, puisque je suis dans le domaine de la formation et de l'accompagnement, et puis maintenant, c'est plus à distance. Donc, à voir comment, je sais qu'en présentiel, on peut toujours inciter les apprenants à trier et à ne pas mettre tout dans la grande poubelle, à faire des poubelles séparées. Mais de là, effectivement, en distanciel, à voir comment je pourrais trouver des solutions pour adapter. La petite carte ensemencée que tu as envoyée était très sympathique. J'ai bien aimé. D'ailleurs, elle est posée là-bas en attendant les beaux jours pour pouvoir la planter. Mais tu vois, c'est des idées comme ça qui sont très sympathiques, puisque généralement, les cartes de vœux, une fois que tu les as lues, tu as deux solutions. Soit tu les classes, soit tu les jettes. Tandis que là, il y a une partie que là, tu plantes. utile. Là, tu plantes. Donc, c'est ça. voilà, C'est ça. vraiment sympa. Quoi. Bon, à réfléchir. À réfléchir, voilà. Et toi, Nathalie? Moi, c'est pareil. De toute façon, je suis une écolo dans l'âme depuis très, très longtemps, déjà depuis ado. Donc, je recycle énormément de choses déjà chez moi. Et puis, c'est vrai qu'à la boutique, les sacs en papier, ça fait déjà un petit moment. Enfin, voilà, il n'y a plus vraiment de plastique et utilisé là-bas non plus. Et ouais, les cartes de vœux, je trouve ça aussi sympa avec les petites semences et que ça se fait de plus en plus aussi. Ouais. Et c'est sympa. Ouais. C'est vraiment sympa. Ouais, non, c'est vrai. C'est vraiment sympa. Et puis, voilà, il y a moyen de trouver des choses locales. Moi, la mienne, elle vient du Doubs. Hein, donc, voilà, je fais du local. Ouais, non, il y a les stylos en bois aussi qui se Oui, font. les stylos en bois, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Les stylos en bois, après, si on veut partir sur les goodies, il y a des gourdes en bambou, il y a des lunchbox en bambou, il y a plein de goodies qui peuvent être sympas pour communiquer de manière originale, des petits carnets en liège avec du papier recyclé. Enfin, vraiment, il y a moyen de montrer sa petite touche écolo ou verte. Et j'ai même vu une carte de visite en bois. Ah ouais, d'accord. Ouais, une sorte, c'est tout fin, c'est hyper original et tout. Je sais, je dois avoir la carte quelque part, mais en tout cas, alors, c'est un peu plus épais qu'une carte de visite d'habitude, mais en tout cas, ça marque l'esprit. Ouais, tout à fait. Tout à Moi, fait. Donc, voilà. des marque-pages en bois. Ça, je l'ai trouvé, c'est assez original. Et puis, une petite parenthèse, le côté écolo, j'ai trouvé des pailles en inox pour remplacer les pailles jetables. Donc, c'est assez sympathique avec la petite brosse pour laver la paille. Oui, j'allais te demander comment tu les nettoies parce que voilà, en lave-vaisselle, fait, ça passe pas. on a le petit goupillon qui est à la longueur de la paille et puis on nettoie et j'ai trouvé ça vachement original. Donc, on n'achète plus de paille. On prend la paille en inox réutilisable à vie. Voilà, il y a des petits trucs, alors peut-être pas dans le domaine de la paille, dans le domaine professionnel, mais on peut s'en servir en pro aussi, parce que pourquoi pas offrir à tes clients une paille en inox floquée? Pourquoi pas? Oui, ça peut être une idée, ouais. Why not? Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Toujours au niveau de nos particuliers, la grosse tendance de 2020, fin d'année 2020 et qui sera valable pour 2021 également, c'est le développement de l'audio. L'audio se développe très, 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 très fortement. Bien entendu poussé par tout ce qui est enceinte connectée. Donc les enceintes connectées, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas des enceintes que l'on connecte à son téléphone et qui permet de diffuser de la musique au bord de la piscine. Voilà, c'est ce que mes étudiants m'ont dit, donc c'est pour ça que je vous dis. Non, les enceintes connectées, c'est les Alexa, les OK Google, les Siri, etc. Ces petites enceintes, qui vous permettent d'avoir accès aux infos, tout simplement.
Et ça, il faut qu'on s'y mette réellement parce que les ventes ont encore explosé à Noël. C'est le cadeau qui a été le plus offert à Noël, les enceintes connectées. Donc, autant vous dire qu'elles vont fonctionner. Et quand elles sont dans un foyer, elles ne sont pas pour une personne, mais pour 2, 3, 4, voire plus. D'accord? Donc, le nombre d'utilisateurs est vraiment exponentiel. Et ça veut dire tout simplement qu'en tant qu'entreprise, il faut avoir des supports qui sont adaptés. Donc, des supports qu'on puisse écouter. Donc, le support, à mon avis, à favoriser en 2021, ça va être le podcast. Le webinaire, c'est bien, mais ça commence à être un petit peu démodé, has-been. Le support de Com 2021, je pense que ce sera le podcast. Et le nombre de podcasts est en train de se développer de manière exponentielle et les écoutes font de même. Ce n'est pas un support où voilà, on diffuse et puis personne n'écoute. Non, les gens, ils écoutent. Pourquoi? Parce qu'on écoute quand on est dans les transports en commun, quand on est dans sa voiture, quand on attend, quand on peut le faire de chez soi aussi quand on cuisine. Que regarder la vidéo, il faut la regarder. Et faire la cuisine en regardant une vidéo, ça peut être un petit peu compliqué à un moment donné. Ou conduire en regardant une vidéo, c'est pareil, c'est pas top. Le podcast, vous pouvez réellement faire deux choses à la fois. Et peut-être que le monde est en train de se féminiser, mais on fait souvent deux choses à la fois. Il n'y a pas que nous qui le faisons. Et donc, voilà. Ayez ça un endroit dans votre tête, le podcast, enfin l'audio, il y a un truc à faire avec l'audio. Si vous êtes tous d'accord avec ça ou pas? On parle beaucoup du pouvoir de l'image, comme on disait tout à l'heure, en tout cas quand il y a un public sur Facebook, enfin, sur les réseaux sociaux, s'il n'y a pas d'image, il n'y a que du texte, les gens ne s'arrêtent pas. Enfin voilà, l'image, la facilité, la fainéantise entre guillemets de l'image, où il n'y a pas à réfléchir, plutôt qu'un texte, une image, et comme ça on a l'info tout de suite. Là, c'est un peu l'inverse, l'audio, ouais, ça fait rappel la radio, c'est des fois un peu vieillot ou vintage, mais et en même temps, je sais que les podcasts à la radio marchent très bien. Enfin, ils font de la pub régulièrement et ils disent que les podcasts, ils en sont très contents. Ils créent des podcasts, alors des fictions, spécialement pour la radio ou pour écouter. C'est ça. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle des podcasts natifs. Ils sont réellement créés rien que pour ça, quoi. Il y a effectivement les deux grands fabricants de podcasts. Ça va être des entrepreneurs qui veulent montrer leur savoir-faire, comme vous et moi. Mais il y a également les stations radio qui sont en train de prendre de l'ampleur. Les médias, d'une manière générale, sont en train de se mettre sur ce marché-là. Donc, je me dis que quelque part, si le groupe Lagardère s'y met, c'est de valoir le coup de faire quelque chose aussi à notre niveau. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a peut-être une petite tendance par là aussi. D'accord? Karen et Nathalie, vous en pensez quoi? En fait, moi, je me rappelle que, je ne me rappelle pas si c'était en formation, mais il y a la possibilité d'avoir des supports de formation aussi en version audio, transformer la vidéo en audio, comme ça, transportable un peu partout. Et puis, c'est vrai que cette idée de podcast en formation, à voir si on peut faire quelque chose ou dans des ateliers ou ce genre de choses. Je sais que moi, je pratique de la méditation guidée. Donc, à ce moment-là, c'est du podcast permettant en fait de développer la créativité, mais effectivement uniquement audio, quoi. Donc, à ce moment-là, la personne écoute et peut créer juste en écoutant. Ça aussi, ça, voilà. Mais je ne sais pas, dans la formation en elle-même, je ne sais pas. C'est pas forcément l'intégralité de la formation que tu vas faire de cette manière-là, parce que souvent, il faut démontrer et le visuel est quand même important, mais certains points de formation peuvent peut-être expliquer uniquement à l'oral pour expliquer des principes, des choses comme ça, ou alors pour raconter une histoire aussi. Parce que je vous rappelle, ça fait partie aussi des tendances, mais ça, c'est pas que 2021, c'est une tendance super, super, super lourde, c'est le storytelling. En com, le fait de raconter une histoire quand on veut vendre quelque chose, c'est toujours plus vendeur que de dire que la bouteille je reprends l'exemple de SodaStream, la pub avec la petite fille qui dit à son père, non mais tu vas quand même pas acheter des bouteilles, tu n'as toujours pas pris conscience qu'il faut pas acheter de bouteilles en plastique, a vachement plus d'impact. Le sermon de la fille a plus d'impact que le prix de la bouteille SodaStream, quoi. Enfin de la machine SodaStream et puis c'est deux bouteilles, quoi. Donc le storytelling est super important. Donc, faire du storytelling en podcast, ça peut être sympa, mais voilà, faut arriver à créer cet habillage de storytelling pour le rendre intéressant et ludique et qu'on a envie de continuer. Et c'est là où il faut se creuser un peu la tête.
Je te l'accorde. C'est vrai que c'est intéressant avec cette histoire, tu sais, les livres audio, là, c'est à peu près le Oui, principe. j'y Tu achètes, pensais. tu achètes un livre et puis finalement, tu n'as pas forcément besoin de le lire, tu l'écoutes. Et ça fait quand même gagner un gain de temps. Bon, tu lis plus, mais bon, voilà, c'est un peu le même principe, quoi. C'est de l'audio et Et apparemment. j'ai entendu qu'effectivement, les ventes remontaient d'audiolivres. Il y avait eu un regain. Oui. Et quand c'est lu par des comédiens qui mettent le ton et tout, c'est vachement prenant. Hein. Moi, à une époque, je faisais beaucoup de voitures, j'en prenais. Ah, ça fait passer les kilomètres. Mais les podcasts aussi. Hein. Moi, j'ai fait un trajet qui est assez long, que je fais assez souvent, enfin, que je faisais assez souvent, de plus de 800 km sur un podcast. Je me suis rendu compte que j'étais rendue à 50 km de ma destination et j'avais passé tout mon trajet à faire les podcasts, à écouter les podcasts et j'ai pas vu le temps passer. Alors que d'habitude, croyez-moi, la RCEA, elle est longue à traverser quand même. Hein. La route de Chalon-Moulin n'est pas forcément super rigolote à faire. Hein. Donc, voilà. Je la connais. Les podcasts, ça met quelque part au fond de sa tête quand même. Ouais. Alors, en support de com, en outil de travail, je vous laisse le soin de l'intégrer où vous le souhaitez dans votre strat, mais mettez-le quelque part en 2021. Moi qui viens juste de lancer une chaîne YouTube et de faire des vidéos. Toi Il faut faire les deux. Oh, bon, bah, l'année prochaine. Hein. Bien, ce qu'il faut faire, c'est extraire l'audio de la vidéo et ça fait un podcast. Pardon. Bah oui. Ouais, sauf que le podcast, il faut que tu l'habilles. Il faut que tu lui rajoutes un peu de son, un habillage sonore autour pour pouvoir capter l'attention. Non, mais là, Céline, ça ne va pas le faire, là. Non, là, c'est pas possible. Un studio de mixage chez soi, c'est compliqué. Non, il y a des outils qui sont, voilà, qui sont pas mal. Mais voilà, moi je vous donne l'info, vous en prenez, vous prenez, vous prenez pas, mais moi je vous dis qu'il y a un truc là-dessus. Voilà, on refait le bilan en décembre 2021 et on en reparle, savoir si j'avais tort ou pas. Il n'y a aucun problème. Okay. C'est sûr que force la liste des choses à faire en 2021, elle s'allonge. Hein. Non, mais non. Et on n'est que 15 janvier, Nathalie. C'est sûr, mais bon. Mais vous avez écouté le webinaire de l'organisation où on vous a expliqué comment on saucissonnait des objectifs, des gros objectifs en plus petits, en tâches. Donc, voilà, c'est au point, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Autre tendance, on en a parlé, c'était le drive. On en a parlé, mais le drive qui est en train de se faire doubler par les livraisons à domicile. Donc voilà, si vous avez un magasin, ben, pensez peut-être aux livraisons à domicile. Si vous avez des projets de vente de produits, pensez livraison. Alors, ça peut être vous qui avez livré ou alors un prestataire, hein, les points relais, les choses comme ça, la poste, etc. D'autres transporteurs qui livrent directement chez vos clients. Pourquoi pas, quoi. Mais voilà, il faut avoir cette, là aussi, dans un coin de la tête, l'aspect livraison de mes produits, mes livraisons au domicile. D'accord ? Et puis, dernière tendance au niveau des particuliers, c'est tout ce qui est mobilité douce, le développement du vélo. Les ventes de vélos électriques n'ont pas fait ça, hein, elles ont fait comme ça. Hein. Ils n'arrivent plus à suivre. Et des ruptures de stock sur des ventes de vélos. Ça avait déjà commencé avant le confinement. Les ventes de vélos électriques depuis déjà 2 ans avaient bien progressé. Mais là, ça a vraiment fortement augmenté. L'aide du gouvernement a aidé un petit peu, mais bon, 50 € pour un vélo à 3 500, je ne sais pas ce qui va me faire décider. Mais voilà, alors du coup, il y a une tendance aussi là-dessus, c'est on se déplace de plus en plus à vélo, mais on part aussi en vacances en vélo. Des séjours d'1 semaine, 2 semaines à vélo, vous faites 400, 800 km à vélo, vous traversez la France à vélo, ça se développe de plus en plus. On a de plus en plus de pistes cyclables. On va être un petit peu chauvin. Nous, on a la piste cyclable qui va de Nantes à Budapest. Vous pouvez même traverser l'Europe à vélo. En 1 semaine, c'est peut-être un peu juste quand même. Mais voilà, vous avez le chemin pour le faire. Vous avez la Loire à vélo, vous avez plein de pistes cyclables. En France, on a vraiment dans tous les sens. Pourquoi pas partir en vacances à vélo cet été? Voilà. Ou si vous voulez, si 1 semaine, ça vous fait peur, partir un week-end. Mais c'est un tourisme qui se développe très, très fortement aussi.
Moi, je veux bien, mais il y a quelqu'un qui porte les sacs, les valises dans une voiture derrière. Alors, Moi, ça je veux, se fait. je veux Ça comme se le vélo plaisir. Ça se fait, ce genre de prestat, où en fait, tu réserves ta chambre tous les soirs, où tu vas dormir, et ton hébergeur du lundi soir t'amène ta valise à l'hébergement du mardi soir. Ah, ça, je veux bien, tu vois. Voilà. Et par contre, toi, ton challenge, c'est de faire les 80 ou 100 bornes qu'il y a entre les deux à faire. Avec Voilà. juste mon pique-nique du jour et ma gourde d'eau. Pas Voilà, forcé. c'est ça, c'est ça, c'est ça, Bah, c'est ça. ça, j'aimerais bien, ouais. Voilà. Et ça se développe très, très, très fortement. Nous, sur Belfort-Montbéliard, on a un camping qui le met en place et ouais, ça marche bien. Si tu veux venir nous voir dans notre belle région, on a tout ce qu'il faut pour le faire. On a les pistes cyclables, on a l'hébergement, voilà. Et moi, Y a j'ai pas toute la Loire à vélo qui est magnifique aussi. Alors, bon, à voir. à voir. Il faut se dépayser un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà un petit peu les grandes tendances. Et si vous êtes toutes d'accord avec ça, les filles également, sa mobilité douce. Si vous avez toutes troqué votre voiture pour votre vélo, ou pas encore. Non, pas encore. Alors, dans la mobilité douce, on a le vélo, on a les trottinettes, hein, avec les petits soucis que ça peut avoir aussi, parce que prennent de la place. Il y a parfois des petits ajustements en termes de priorité sur Vitesse. les routes ou les trottoirs. Ouais. La cohabitation est parfois un petit peu délicate. Il Mais roule voilà, vite. ouais, ils roulent super vite. Ouais. Et puis, pas forcément bien vu ou quoi que ce soit, ils roulent super vite. Voilà. Trottinette électrique. Ouais. Voilà les tendances que j'ai identifiées pour l'année 2021, que ce soit les tendances sociétales, en B2B et en B2C. Avez-vous des questions? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Est-ce que... Oh, c'est qui la jeune dame là? Ah, je ne sais pas. Tu ne la reconnais même pas. Qui montre ses épaules. C'est ça. Oui, c'était avant. La joue sexy. Avez-vous des questions? Tout est clair? Non, moi ça va. J'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Connaître toutes les tendances et puis c'est bien parce que ça nous donne des opportunités pour notre activité, quoi. Mais c'était le but, parce que vous dire que la tendance, c'est de faire, je ne sais pas moi, de la luge en ce moment, c'est super bien, mais moi, qu'est-ce que j'en fais au niveau de mon activité, quoi? C'est ça. Le but, c'est vraiment du pratico-pratique et j'ai essayé de vous donner des pistes au niveau de vos entreprises et quels que soient vos domaines d'activité, des petites touches qui peuvent vous aider à vous développer et à vous démarquer vis-à-vis de vos concurrents. Donc après, prenez ce que vous voulez. Surtout par rapport à vos valeurs, on en a parlé pendant ces 2 jours des valeurs, mais c'est super important. Faites les choses en cohérence avec vous-même. Si, je ne sais pas moi, si l'aspect écolo, ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Faites autre chose. Si l'aspect digital, vous ne vous sentez pas trop à l'aise, allez-y progressivement. Mais n'y allez pas du tout, c'est dangereux. Allez-y progressivement. D'accord? Si le podcast, ce n'est pas votre truc, eh bien, faites autre chose. Mais à un moment donné, il faudra penser à faire quelque chose quand même là-dessus, quoi. Voilà. Et tu en as créé un de podcast. Moi, j'aurais bien aimé savoir comment tu as fait. Mais on en discutera peut-être un. Alors, je ne l'ai pas créé. Je ne l'ai pas créé, mais j'ai trouvé le thème de ma chaîne de podcast. Parce qu'avant de le créer, il fallait trouver le thème. Donc, j'ai le thème, j'ai mon calendrier éditorial. Je sais ce que je vais vous dire sur les différents mois de l'année à venir. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Et ça, c'est mon objectif de fin février, de mettre le premier en ligne. D'accord. Ok. Voilà. Mais tu partageras ton expérience. Oui, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Ouais, non, Vous n'allez pas, les filles, c'est trop compliqué à faire. Non. Et je vais le mettre en place et je vous ferai un petit retour là-dessus. Et c'est possible que je vous invite aussi à faire des podcasts avec moi parce qu'une des tendances que j'ai identifiées dans les podcasts, c'est beaucoup d'interviews. Une podcast, on montre son savoir, son savoir-faire. On est toujours dans cette stratégie-là. Mais beaucoup de podcasts se font en version interview. Et pour l'instant, sur une chaîne de podcast que je veux lancer, vous ne seriez pas forcément
interviewer parce que c'est sur une niche vraiment très précise. Ouais. Mais peut-être que si ça me plaît bien, peut-être que j'en ouvrirai une deuxième et que les webinaires, je les transforme en podcast ou pas. Enfin, je vais voir. On va voir comment ça évolue. Il faut se laisser du temps. Et voilà. Mais ça m'embêterait d'arrêter les webinaires. Parce que les webinaires, j'aime bien, c'est un moment d'échange et le podcast, on n'a pas. C'est pour ça que je ne suis pas allée au podcast plus tôt, parce que le podcast, on parle derrière son micro et on n'a pas l'échange avec les personnes. Et c'est frustrant de parler à un micro. Quoi. Enfin, Ils n'ont pas le micro, en fait. je préfère discuter avec vous, quoi. C'est plus sympa. Ben oui. Voilà. Donc, je vous raconterai quand j'aurai mis en place le produit. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Merci Nathalie, je vois qu'il faut que tu nous laisses, il n'y a pas de souci. Bonne journée à toi Nathalie. Sur le niveau du programme, on en est